Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de notre série sur Tarantino, déjà l'avant-dernier, puisqu'aujourd'hui on va parler des 8 salopards, qui est donc son second western, après Django donc, et le dernier à ce jour, mais qui comme on le verra plus tard, mélange différents genres, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué d'ailleurs avec Tarantino. Mais là l'idée globalement c'est de présenter un western qui n'est pas un parcours des États-Unis, comme ce qu'on avait pu voir avec Django par exemple, mais ici qui est plutôt un huis clos, en tout cas pour l'essentiel du film, ce qui lui donne un côté très théâtral, évidemment. C'est quelque chose dont on reparlera plus tard, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser au 8e film, ou 9e film, c'est selon, de Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Alors avec Les 8 salopards, Tarantino retrouve d'abord un peu de ce qui constituait ses premiers films, quelque chose qu'on avait un peu perdu avec Django Unchained, Inglourious Basterds et même Kill Bill. C'est-à-dire un casting dans lequel on retrouve ses acteurs fétiches, je pense par exemple à Michael Madsen ou à Tim Roth. Il y a aussi un élément essentiel de son cinéma dont on avait beaucoup parlé dans la vidéo sur Reservoir Dogs, c'est les chapitres, la structure par chapitre, et les retours en arrière, les flashbacks. Et c'est quelque chose qu'on avait pour le coup complètement perdu avec Django et Inglourious Basterds, dans lesquels il y avait des flashbacks, mais c'était parfois un plan ou une seule scène, alors que là on a un chapitre entier qui se déroule avant le début du récit. Et donc c'est des éléments qui montrent un peu le retour aux sources de Tarantino avec ce film, quelque chose sur lequel on reviendra dans la seconde partie de l'analyse. Et il y a aussi la musique qu'on ne peut que souligner, parce que c'est à ma connaissance en tout cas les seules compositions originales qu'on peut trouver dans un film de Tarantino. C'est Ennio Morricone qui a composé presque l'intégralité de la musique dans ce film, et c'est une collaboration qui marque évidemment l'attachement, le grand attachement de Tarantino pour le compositeur, mais plus généralement pour le genre, ou plutôt le sous-genre des western spaghetti, et encore plus généralement, si on veut encore plus dégrossir, au cinéma de cette époque, parce que Ennio Morricone il n'a pas composé que des westerns, et c'est la musique qui donne cette tonalité au film, très particulière dès le début, avec une tonalité justement très basse, qui accompagne les premières images, et un plan notamment sur la montagne, qui rappelle le premier plan de There Will Be Blood, et une musique très inquiétante. Et d'ailleurs il y a un plan sur des oiseaux qui s'envolent, comme s'ils étaient effrayés par quelque chose qui allait se produire. Ça évoque évidemment la tempête qui se prépare, mais plus généralement, et plus globalement, quelque chose de l'ordre de l'inévitable, qu'on retrouve dans l'association de l'image et de la musique. Et alors dans sa quête d'évoquer le passé, de le reconstituer presque, on retrouve par exemple le fait de tourner ce film en 70 mm, qui est un format très rare au cinéma, utilisé en 2012 par Paul Thomas Anderson pour The Master, mais qui avant ça n'avait pas été exploité depuis 15 ans. C'est un format qui était surtout utilisé dans les années 50 et 60 pour les grosses productions à Hollywood. Et là, même si c'est ce qu'on peut appeler une grosse production, ce qui va le filmer, c'est pas tellement les paysages, à part justement au début, ce qu'on a évoqué, mais plus ce huis clos, et c'est-à-dire donc des gros plans sur les visages des personnages qui vont rapprocher le spectateur de la scène. Et pour citer, ou plutôt pour paraphraser Tarantino, selon lui, à une époque où on pensait à nouveau que la 3D allait nous immerger dans le film, lui pense plutôt que ce qui nous immerge justement dans le film, c'est le 70 mm, que c'est ça qui permet de créer une véritable intimité entre l'acteur et le spectateur. Et l'esthétique dans ce film, c'est un élément narratif à part entière, peut-être plus que dans n'importe quel autre film de Tarantino, ne serait-ce qu'avec La Tempête, qui apporte vraiment une dimension très singulière à l'image, mais qui est aussi donc un élément narratif important, et c'est d'ailleurs ce qui déclenche le récit, ce qui amène les personnages à se rencontrer, et même plus essentiel encore, ce qui les amène à se faire confiance. Ça c'est une notion très importante du film, je trouve, la notion de confiance qui est développée dès le début, lors de la rencontre entre les personnages interprétés par Kurt Russell et Samuel L. Jackson, qui continue ensuite dans La Diligence, et quand ils arrivent à la mercerie de Minnie. Et ce qui contraint les personnages à se faire confiance, c'est justement le temps. Alors dit comme ça peut paraître très simple comme idée quand on a vu le film, mais c'est un outil dans le scénario qui permet de créer la rencontre, et surtout de rendre cohérent le fait que tous les personnages vivent dans un même espace ensemble, parce que si on y réfléchit 2 secondes, s'il avait fait beau dans cette histoire, s'il n'y avait pas eu de tempête, rien de tout ça ne serait arrivé. Le temps c'est l'unique raison de l'union des personnages, et c'est encore une fois un moyen très simple mais très bien pensé de rendre toute cette histoire cohérente.
Alors on va maintenant s'intéresser à la dimension très théâtrale du film, puisque ce qui contraint les personnages à vivre ensemble dans un même espace, c'est ce qui va créer, c'est ce qui va amener un huis clos pendant l'essentiel du film, les 2/3 du film, même plus je crois. Le huis clos qui est quelque chose de rare dans le western, généralement c'est plus ce qu'on avait avec Django, c'est-à-dire des voyages à travers les États-Unis. Mais déjà avant ce huis clos, il y a un aspect très théâtral dans le film, dans les premières scènes, dans la diligence, qui sont composées entièrement de dialogues, il y a très peu de silence, et les événements narratifs s'enchaînent grâce au dialogue, ou plutôt c'est les dialogues qui permettent aux éléments narratifs de se développer, ou de s'enchaîner. Et la dimension théâtrale, c'est quelque chose dont on a conscience assez rapidement du coup, et qu'on retrouve lorsqu'ils arrivent à la mercerie de Minnie. Et d'ailleurs, chaque personnage a un peu son identité qui peut être définie en un mot. Le futur shérif, le chasseur de primes, la fugitive, le bourreau, le cow-boy, le combattant du sud, l'anglais, etc. etc. Et c'est presque un cluedo finalement. Et il y a aussi l'accent de Tim Roth, du personnage de Tim Roth, qui est britannique, comme lui d'ailleurs, mais qui accentue pour le coup fortement sa prononciation, qui roule les R, et qui a aussi la parade de l'anglais cliché. Et si on veut continuer sur les costumes, celui du personnage de Samuel L. Jackson, qui porte une perruque et une fausse barbe, qui sont assez visibles, et qui participent à cette dimension théâtrale. Et en même temps, c'est quelque chose dont les westerns ne se privent pas. En tout cas, dans les westerns spaghetti, la fausseté des costumes. Il y a aussi la répétition des cris des personnages concernant la fermeture de la porte, qui sont à chaque fois de plus en plus nombreux au cours du film. Et finalement, presque le plus évident, c'est ce jeu auquel doivent jouer les 4 personnages, ou plutôt les 3, pour libérer Daisy. Une mise en scène que l'on retrouve dans un des chapitres, celui en flashback, dans lequel le personnage de Channing Tatum dit au vieil homme de jouer justement le vieil homme sénile, parce que tout dans la mercerie est une mise en scène, et ce qui accentue d'autant plus ça, ce qui montre d'autant plus ça, c'est la voix off à un moment, qui nous fait revenir en arrière, et qui est celle de Tarantino d'ailleurs, ce qui accentue d'autant plus le côté théâtral, puisque c'est la voix du dramaturge qui s'adresse au spectateur, et au-delà du western, comme pour Kill Bill, Inglourious Basterds, et même pour Django, on est encore confronté à d'autres genres, notamment l'horreur. Par exemple, quand 2 personnages boivent le café qui est empoisonné, on est même plus dans le gore à ce moment-là. Mais un genre qui s'exprime aussi beaucoup avec ce film, c'est le policier. Alors c'est peut-être pas la définition du genre, mais on a une longue partie du film qui est consacrée à une enquête, le fait de savoir qui est complice avec Daisy pour la libérer, et le fait que ce soit forcément l'un des personnages qui est dans la pièce. Ça rappelle fortement un roman d'Agatha Christie. Il y a aussi un intérêt tout particulier pour les objets, quelque chose qui rappelle assez bien ce qu'on avait déjà évoqué sur Inglourious Basterds avec la pipe de Landa, qui est un élément de style, mais qu'on peut aussi retrouver dans Pulp Fiction avec la mallette dont on ne sait pas ce qu'elle contient, mais dont le reflet attise la curiosité. Là on a la même chose avec la lettre de Lincoln que possède le major Marquis Warren, et qui d'ailleurs, la première fois qu'on la voit, brille grâce à la lumière zénitale, un peu comme la mallette dans Pulp Fiction, mais qui cette fois est un élément dramatique. D'ailleurs, c'est la manière pour le Marquis Warren d'obtenir la confiance de John Roos dans la diligence, et surtout c'est une manière encore une fois pour le personnage de se mettre en scène, de cacher son identité, parce que dans les films de Tarantino, les protagonistes comme les antagonistes cachent leur identité et se mettent en scène. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là, je suppose que vous l'avez regardé en entier, donc merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, et si c'est pas le cas aussi d'ailleurs. On se retrouve très vite pour la suite de notre rétrospective de l'année 2021, et aussi pour un dernier épisode de cette série. J'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo sur comment James Gray réalise un film. J'avais déjà sorti une vidéo sur Paul Thomas Anderson et Wong Kar-wai dans la même série. Donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, et d'ici là moi je vous dis à très vite.